Quel était le véritable lien entre Michael Jackson et Diana Ross? Leur amitié était-elle plus profonde qu'on ne le pensait? Pourquoi Michael admirait-il tant Diana et l'a-t-il même nommée dans son testament? Y avait-il des anecdotes cachées sur leur lien qu'il n'a jamais partagé? Diana aurait-elle pu influencer la musique de Michael? Explorons les secrets de leur relation et ce que Michael n'a jamais révélé au monde. Michael Jackson a eu beaucoup de personnes dans sa vie, mais Diana Ross était unique. Elle avait 14 ans de plus que lui et jouait un rôle important dans son univers. Michael la considérait comme sa mère, son amante et son amie. Elle était l'amour qu'il n'a jamais pu pleinement connaître, et il en est resté ainsi toute sa vie. Michael a rencontré Diana en 1969, lorsque les Jackson 5 ont signé chez Motown. À l'époque, Berry Gordy, le patron de Motown, était impressionné par le talent de Michael. Gordy pensait que Michael ressemblait à James Brown et Sammy Davis Jr. Tout à la fois, on disait que Diana Ross avait découvert les Jackson 5, mais c'était faux. Gordy a inventé ça pour faire de la pub. Une autre histoire disait que Michael avait 9 ans en 1969, mais il en avait en réalité 11. Selon certaines sources, c'était aussi l'idée de Gordy pour rendre le groupe plus attractif. En 1969, Michael a vécu avec Diana Ross pendant 1 an. Il l'appelait maman et même petite amie. Sa mère, Catherine Jackson, a écrit dans son livre que Michael appelait souvent Diana maman. Il l'aimait tellement qu'il taquinait ses sœurs, LaToya et Janet, en disant « Tu n'es pas jolie tant que tu ne ressembles pas à Diana ». Diana Ross a toujours occupé une place importante dans la vie de Michael. Il l'aimait profondément, mais c'était un amour qu'il ne pouvait jamais pleinement conserver. Michael voulait plus avec Diana. Il voulait l'épouser. On raconte qu'ils se sont fiancés 2 fois, mais que Diana a rompu à chaque fois. On raconte qu'elle pensait qu'épouser Michael, de 14 ans son cadet, pourrait nuire à sa carrière. En 1977, ils travaillaient ensemble sur The Wiz, un film tourné à New York. Michael n'avait que 19 ans. Pendant le tournage, Diana s'est rendue à l'appartement de Michael un soir et y est restée jusqu'au matin. Le lendemain, un assistant ne les trouvant pas, a appelé l'appartement. Il a été surpris de constater que Diana était toujours là. Plus tard, Diana a plaisanté avec ses amis sur le plateau. Elle a dit « Une chose est sûre, Michael n'est pas gay ». Quand l'assistante a demandé à Michael ce qui s'était passé ce soir-là, Michael a répondu « Il faudrait que tu lui poses la question ». Lorsque l'assistante a interrogé Diana, elle a répondu qu'il fallait demander à Michael. Michael a même parlé d'elle dans le livret de son album historique, la qualifiant d'amour mystérieux. Leur relation était pleine d'admiration, mais les fans se demandaient s'il y avait plus à raconter. Les garçons sont venus à Détroit pour un showcase pour Berry Gordy, et je me souviens qu'ils portaient ces petites tenues vertes et ces chapeaux, et ils ont fait un spectacle, et on savait déjà que ce serait quelque chose de spécial, parce que Michael avait toujours une photo d'eux ensemble sur lui. Cette photo n'était pas juste quelque chose qu'il gardait dans sa poche, c'était un signe de l'importance qu'elle représentait pour lui. Il avait même une pièce chez lui dédiée à Diana, qu'il appelait une déesse. Il la remplissait de photos et de peintures de Ross, et des milliers de bougies brûlaient pour elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfant, un homme d'Obéa lui a donné l'idée stupide que brûler des bougies avec une photo centrale de sa bien-aimée l'empêcherait de le quitter. Du coup, il a allumé des milliers de bougies au son de photos centrales de Diana, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette même scène a été reproduite dans un clip vidéo où la foule brandissait des milliers de bougies à la gloire de sa bien-aimée Diana à la fin. Diana est la seule femme pour laquelle il a organisé ce genre de cérémonie aux chandelles. Il a toujours eu une admiration pour Diana Ross quand elle était jeune, et je pense qu'il en est arrivé à un point où il l'aimait vraiment, et il l'appréciait vraiment. Encore aujourd'hui, elle était un rêve pour lui, et il éprouvait une fascination inébranlable pour elle. Lorsque Diana s'est mariée, Michael a éprouvé des sentiments mitigés. Il était heureux pour elle, car il souhaitait qu'elle ressente de la joie, mais au fond de lui, il était blessé. Et voici pourquoi. Au milieu des années 1980, Diana a promis d'épouser Michael, et il pensait que son plus grand rêve se réalisait. Elle portait même sa bague. On peut la voir à son doigt au concert Motown 25 et aux American Music Awards 1984. À Lama, quelque chose de spécial s'est produit. Diana a embrassé Michael sur la bouche en public pour la première fois. Elle a même tenu son visage entre ses mains pour montrer la bague. Diana voulait voir la réaction des gens. Elle a toujours aimé tâter le terrain. Plus tard, Michael et Diana ont annoncé leurs fiançailles à sa mère, Catherine Jackson. Mais Catherine n'était pas contente.
Elle disait que Diana était trop âgée pour Michael et l'accusait de ruiner son image. La situation s'est aggravée lorsque Catherine a parlé aux journalistes qui ont commencé à traiter Diana de voleuse de berceau. La pression est devenue trop forte pour Diana. Au lieu d'épouser Michael, elle s'est enfuie et a épousé Hernanes. Le mariage de Ross, cependant, n'était pas heureux malgré ses deux fils. Lorsque Diana et Arne se sont mariés, ils vivaient sur des continents différents. Diana a mentionné lors d'interviews qu'elle ne pouvait pas vivre en Norvège à cause du froid et de l'obscurité, et qu'elle ne voulait pas quitter ses enfants plus âgés, sa famille et sa carrière aux États-Unis. On disait que Diana voyait Michael en secret, même pendant ses grossesses. Il était dévasté et le cœur brisé, mais il était toujours sous son charme. J'ai toujours aimé Diana et je l'aimerai toujours, écrivait-il dans son autobiographie, Moonwalk. Mais au fil des ans, les interactions de Michael avec Diana se sont espacées, elle se concentrant sur sa vie de famille, et il a multiplié les promotions et les tournées à travers le monde. En 1991, Diana a confié au Rock Hill Herald: « Quand il veut me voir, il me voit. Quand il ne veut pas, il ferme la porte. Impossible de l'atteindre. Ça. Impossible de le trouver. Il n'y a rien. Il n'est qu'un amour insaisissable. Là-bas. » Michael a écrit la chanson Dirty Diana parce qu'il était profondément bouleversé et en colère. Diana l'avait quitté pour un célèbre alpiniste. Michael n'était pas prêt à la laisser partir. Il voulait se battre pour elle et lui montrer combien il tenait à elle. Mais après avoir pleuré la rupture, sa tristesse s'est transformée en colère. Michael avait passé des années à essayer de conquérir le cœur de Diana. Il a dépensé des millions de dollars pour lui offrir des cadeaux et a tout fait pour la rendre heureuse. Lorsqu'elle a choisi d'autres hommes plutôt que lui, cela l'a profondément blessé. C'est à ce moment-là qu'il a écrit Diana la sale. Cette chanson était sa façon de se venger et donnait une image très négative de Diana. La phrase « Elle aime bien les garçons du groupe » était une pique à Diana. Elle était sortie avec des musiciens célèbres comme Lionel Richie, Barry Gibb et Gene Simmons, même lorsqu'elle était censée être avec Michael. Diana a également provoqué une querelle entre Michael et Gene. Elle a eu une liaison avec Gene, mais a crié le nom de Michael lors d'un moment intime. Gene a accusé Michael d'en être responsable, et ils sont devenus ennemis pour la vie. Dirty Diana n'était donc pas qu'une chanson. C'était la douleur et le chagrin de Michael mis en musique. Michael a dit un jour que Diana se comporterait comme si elle ne recherchait que la gloire et l'argent, plus encore que l'amour. Il avait l'impression qu'elle ne tenait pas vraiment à lui. Lorsqu'il essayait de passer à autre chose et de sortir avec d'autres femmes, Diana surgissait et le ramenait dans son monde. C'était comme si elle ne le voulait pas, mais elle ne voulait pas non plus que quelqu'un d'autre l'ait. Michael a dit qu'elle serait jalouse et trouverait des moyens de se rapprocher de lui. Par exemple, Michael a eu un rendez-vous publicitaire avec Madonna. Diana n'a pas apprécié. Elle s'assit sur les genoux de Michael et accapara toute son attention. Une autre fois, Liz Taylor monta sur scène pour le réconforter, mais Diana intervint rapidement, attrapa le bras de Michael et tenta même de repousser Liz. Et ce n'est pas tout. Aux American Music Awards, Michael était accompagné de Brooke Shields. Diana était sur scène, mais n'arrêtait pas de lui envoyer des baisers. Lorsqu'il s'approcha pour recevoir son prix, Diana s'accrocha à lui et flirta tellement qu'elle en oublia ce qu'elle était censée dire. Il était frustré. Il avait l'impression que Diana ne s'engagerait pas envers lui, mais qu'elle ne le laisserait pas non plus avancer dans sa vie. Leur lien était fort, mais aussi chaotique et plein de drames. Les paroles et les actes de Michael montraient à quel point il était déchiré par celle qu'il considérait comme son premier amour. Il a écrit la chanson et l'a fait passer pour une prostituée. Le deuxième couplet était vraiment très dur avec elle, la traitant presque de pute. Quand Quincy Jones a entendu la chanson, il a pété les plombs. Il a dit que tout le monde saurait que c'était à son sujet et a supplié MJ de ne pas lui faire ça. Il lui a dit de baisser le ton et de changer le deuxième couplet pour qu'il sonne comme une groupie, puis de dire à tout le monde que c'était à propos des groupies quand on leur poserait la question. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Diana savait que c'était à propos d'elle, et elle était tellement en colère qu'elle n'a pas parlé à Michael pendant des semaines. Lorsque Diana lui a pardonné et a recommencé à lui parler, elle a plaisanté sur le fait qu'il avait composé cette chanson à son sujet et en a même enregistré une version pour l'intro de son émission. Les premier et troisième couplets de la chanson parlent de son chagrin et de son attirance pour Diana, malgré leur séparation. Mais Quincy Jones, le producteur de Michael, est intervenu. Il l'a averti que les paroles originales de la chanson étaient trop personnelles et risquaient de révéler leur relation secrète. Quincy a suggéré d'ajouter un deuxième couplet sur une groupie, une fan qui suit de près les stars.
Cela a donné à Michael une excuse pour dire que la chanson parlait uniquement d'une groupie, et non de Diana. Mais si on écoute attentivement, la douleur personnelle des premiers et derniers couplets montre clairement qu'il ne s'agit pas d'un inconnu. Michael était en colère contre Diana pour lui avoir brisé le cœur, et il a utilisé la chanson pour lui adresser un message. Diana a compris. Elle a même inclus une réponse dans l'intro d'un de ses albums, montrant qu'elle comprenait ce que Michael voulait dire. Je veux dire ça. Vous savez, vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai en quelque sorte découvert cette femme. Vous savez. Et puis, il y a une rumeur selon laquelle Smokey Robinson et Diana seraient les parents secrets de Michael Jackson. Lors d'une interview, Smokey a été interrogé sur cette affirmation amusante et a répondu avec un grand rire. On dit que je suis le père du bébé. Ha 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 ha! Oh mon Dieu, c'est vraiment bien, c'est drôle, dit-il, visiblement ravi. Il plaisanta même en disant qu'il appellerait Diana pour lui demander si elle aussi avait entendu la rumeur. Je vais l'appeler et lui demander. C'est drôle, dit-il en riant. Si Smokey a rapidement démenti la rumeur, il a tout de même admis avoir eu une liaison avec Diana Ross. Smokey a révélé que Diana et lui avaient eu une brève aventure alors qu'il était encore marié à Claudette Rogers, qui faisait également partie de son groupe, The Miracles. Oui, c'est vrai, a confirmé Smokey, il y a environ un an. J'étais marié à l'époque. Nous travaillions ensemble et c'est arrivé comme ça. Il a dit beaucoup de bien de Diana, disant qu'elle était une belle personne et qu'il l'aimait encore aujourd'hui. C'est l'une de mes personnes les plus proches, a déclaré Smokey. Il a également mentionné comment il avait aidé Diana à démarrer sa carrière en l'invitant à rejoindre Motown. Voyez-vous, je m'asseyais dans l'escalier avec Smoke et je l'écoutais. Un jour, je l'ai supplié d'écouter mon groupe. Ça. À l'époque, mon groupe ne s'appelait pas les Suprêmes, mais les Primettes. Et nous étions 4. Avez-vous déjà entendu cette histoire? Il a cependant raconté que leur relation avait pris fin lorsque Diana avait réalisé qu'il aimait toujours sa femme, Claudette, et qu'il ne voulait pas la blesser. Smokey a également confié avoir eu un faible pour Aretha Franklin lorsqu'il était jeune, mais ils n'ont toujours été que des amis. Son mariage avec Claudette a duré plus de 25 ans. Mais ils ont divorcé en 1986 après qu'il a eu un enfant avec une autre femme. Diana oscillait entre des hauts et des bas professionnels intenses. Ses amis et sa famille ont commencé à se rendre compte que Diana consommait beaucoup trop d'alcool. Elle a finalement suivi une cure de désintoxication de 30 jours en mai 2002. Mais il lui en a fallu plus pour se remettre sur pied. 3 semaines plus tard, elle a quitté prématurément son programme de désintoxication afin de reprendre une série de concerts programmés. Ce fut une grave erreur. Si les ventes de billets pour cette tournée furent bien meilleures que celles de la réunion ratée des Supremes, elle était en difficulté. En août, elle fit un autre bref séjour en cure de désintoxication avant de repartir, et c'est alors que tout atteignit un point critique. En décembre 2002, la police de Tucson a arrêté Diana après l'avoir trouvée en train de conduire à contresens dans une rue à sens unique. Lors d'un test de sobriété, ils ont été stupéfaits par le résultat. L'alcotest a révélé un taux d'alcoolémie de 0,2%, soit plus du double de la limite de 0,08% en Arizona, ce qui n'est pas le plus surprenant. Diana Ross n'était pas en Arizona pour des dates de tournée. Elle séjournait au Canyon Ranch Health Resort, qui offre bien plus de services qu'un simple spa. Après avoir plaidé non coupable, un juge a condamné Diana à 48 heures de prison, peine qu'elle a purgée plus tard dans l'année. Ce fut un coup dur, heureusement, qui ne s'est pas reproduit depuis, mais son calvaire n'était pas terminé. Diana déclencha une nouvelle controverse aux MTV Video Music Awards de 1999. Mémorable, notamment grâce à la tenue audacieuse de Lil' Kim. La rappeuse portait une combinaison lilas scintillante à l'allure sirène. La tenue était ouverte sur un côté, dévoilant un sein recouvert d'une tétine en forme de coquillage. C'était choquant, mais aussi un véritable accessoire de mode dont on parle encore aujourd'hui. Ce qui a rendu cette soirée encore plus mémorable, c'est ce qui s'est passé sur scène avec Diana Ross. Lil' Kim, Diana Ross et Mary J. Blige remettaient ensemble un prix. En montant sur scène, Diana Ross fit une chose inattendue. Elle tendit la main et secoua joyeusement le sein exposé de Lil' Kim. La foule a eu le souffle coupé, et ce fut l'un des moments les plus marquants de l'histoire des VMA. Plus tard, Lil' Kim a expliqué ce qu'elle avait ressenti à ce moment. Dans une interview en 2013, elle avait confié que ce n'était pas si grave pour elle. Elle pensait que Diana Ross se montrait simplement amicale et complimentait son allure audacieuse. Je pense que c'était plutôt un peu joueur, genre « wow ».
Tu es sexy, a dit Kim. Elle a même plaisanté en disant que si un film sur sa vie était tourné, elle voudrait que Diana Ross joue sa mère. Mary J. Blige, quant à elle, a eu une réaction différente. Elle était bouleversée par ce qui s'était passé. Lors d'une interview, elle a confié qu'elle était gênée pour Lil Kim et qu'elle trouvait cela inacceptable. Mary a appelé Lil Kim sa petite sœur et a dit qu'elle respectait son style audacieux, mais qu'elle n'avait pas apprécié la tournure des événements. Je refuse que vous insultiez Michael. C'est un ami, je l'aime et je n'aime pas qu'on se moque de lui. Diana a exprimé son soutien à son ami de longue date, Michael Jackson, demandant la fin des critiques à son encontre. Cela fait suite à la sortie du documentaire Leaving Neverland, qui accusait gravement Jackson d'abus sexuels sur mineurs. Ross a partagé ses sentiments sur Twitter. Elle a écrit « Voilà ce que j'ai sur le cœur ce matin. Je crois et j'ai confiance que Michael Jackson était et reste une force magnifique et incroyable pour moi et pour beaucoup d'autres. » Elle a également appelé à cesser de critiquer Jackson, reprenant une célèbre phrase de son tube avec les Supremes « Stop in the name of love ». Ces commentaires faisaient suite à un soutien similaire de la chanteuse Barbara Streisand, qui a déclaré que les actions de Jackson étaient influencées par son enfance. Streisand a également déclaré que les personnes impliquées semblaient satisfaites de leur expérience, soulignant qu'elles avaient grandi, s'étaient mariées et avaient eu des enfants. Cependant, après avoir essuyé de vives réactions suite à ces propos, Streisand a clarifié les choses, affirmant que rien ne justifiait l'exploitation des enfants et qu'elle éprouvait de la compassion pour les victimes présumées de Jackson. Le message de Diana, qui appelle à mettre fin aux propos négatifs sur Jackson, reflète sa confiance en sa personnalité et en l'impact positif qu'il a eu sur elle et sur les autres. Elle a demandé aux gens de faire preuve de plus d'amour et de compréhension, plutôt que de se concentrer sur les accusations portées contre lui. D'après ce que l'on sait des allégations d'abus sexuels, de la vidéo et du départ de Michael Jackson, Jackson est accusé par Wade Robson et James Safechuck d'avoir commis des années d'abus sexuels lorsqu'ils étaient enfants. En plus de porter gravement atteinte à l'héritage de Jackson, ces allégations, que la famille de Jackson dément, ont conduit Louis Vuitton à suspendre une gamme de vêtements à son effigie et une comédie musicale biographique, Don't Stop Till You Get Enough. Diana et Streisand sont loin d'être les seuls fans à le défendre. Une campagne publicitaire financée par le crowdfunding, affirmant l'innocence de Jackson, a été diffusée dans les bus londoniens avant d'être retirée pour cause de sensibilité publique. Parallèlement, le groupe de fans The Michael Jackson Community poursuit Robson et Safechuck en justice pour leurs accusations. Bien que Diana ait toujours occupé une place dans le cœur de Michael, il l'a considéré comme sa planète lorsqu'elle lui a rendu visite à l'hôpital en 1995. Il a fait expulser sa femme de l'époque, Lisa Marie Presley, de sa chambre en prévision de l'arrivée de Diana, où il l'a comblée d'affection et de cadeaux. Après la mort de Michael Jackson en 2009, et après de nombreuses années de relations étroites, Diana a été mentionnée dans son testament, précisant qu'il souhaitait lui léguer ses enfants en cas de décès de sa mère. Cet acte lui rendait hommage en tant que mère exceptionnelle pour ses enfants, sachant qu'après la mort, elle serait la meilleure guide pour les siens. Diana prit une décision importante à la fin de l'année 1980. Après 20 ans chez Motown Records, le label de Détroit où elle devint une superstar, elle décida qu'il était temps de changer. Elle annonça qu'elle cherchait un nouveau contrat d'enregistrement et reçut plus de 250 000 $ d'indemnité de départ de la part de Motown. De nombreuses maisons de disques souhaitaient la recruter, lui proposant des contrats exorbitants. Le 14 mai 1981, Diana annonça une nouvelle réjouissante. Elle avait signé un contrat à long terme avec RCA Records. Ce contrat, valable pour les États-Unis et le Canada, s'élevait à 20 millions de dollars sur 7 ans. Il lui donnait également le contrôle total de la production de ses albums. Avant de signer avec RCA, elle aurait demandé à Berry Gordy, de Motown, s'il pouvait égaler l'offre de RCA. Gordy lui aurait répondu que c'était impossible. Diana a alors officiellement signé avec RCA le 20 mai 1981. À l'époque, son contrat était le plus cher de l'histoire de la musique. Elle avait même refusé une offre de 18 millions de dollars de Boardwalk Records pour choisir RCA. Rejoindre RCA marquait un nouveau chapitre pour Diana. Elle a expérimenté sa musique et son style avec audace et enthousiasme. Chaque album apportait une nouveauté qui a enthousiasmé de nombreux fans. Bien avant que des artistes comme Madonna ne soient connus pour leur constante réinvention, Diana ouvrait déjà la voie.
L'une de ses chansons les plus marquantes de cette période fut Upfront, sortie en single. C'était un mélange de rock léger, de pop et de danse. Les critiques ont salué sa performance, notamment son interprétation énergique et sa confiance en elle. La chanson comportait des guitares électriques funky et des rythmes entraînants. Produite par Ray Parker Jr., elle n'a pas bénéficié d'une grande promotion et Diana Ross a accompli plus que la plupart des artistes ne pourraient en rêver. Nommée 13 fois aux Grammy Awards, elle a remporté 2 Grammy Awards pour l'ensemble de sa carrière, l'un pour sa carrière solo et l'autre avec les Supremes. Elle est la seule artiste féminine à avoir atteint la première place du classement en solo. En trio, en duo avec Lionel Richie sur Endless Love, et au sein du groupe USA pour l'album africain We Are the World. Diana possède également 2 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame et est membre du Rock and Roll Hall of Fame avec les Supremes. En 2016, elle a reçu la médaille présidentielle de la liberté. Au-delà de la musique, Diana s'est investie activement pour aider les autres, en particulier les enfants. Elle a collecté des millions pour des œuvres caritatives et soutenu des programmes comme A Better Chance, qui aident les enfants talentueux des quartiers défavorisés à intégrer les meilleures écoles.